Oui, je sais, des prix Nobel d'économie disent que certains de nos députés sont nuls en économie malgré tout le travail qu'on fait. Mais regardez l'émission, quoi. On est là pour ça. Allez, j'ai quand même 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle évidemment parce qu'on va se pencher sur les événements qui sont produits cette semaine. Et il y en a toujours autant et qui ont un impact sur l'économie, sur la finance, sur les marchés. Évidemment, c'est le sujet qui nous occupe ici sur votre argent. Au sommaire aujourd'hui, j'ai marqué le mot de la semaine, mais en fait, je devrais dire le mot de l'année, le mot de la décennie, c'est l'intelligence artificielle et l'impact sur la croissance américaine. On va essayer, croissance mondiale, on va essayer d'être précis et de donner des chiffres. Et vous allez voir que les chiffres sont absolument hallucinants. La question macro que je me suis posée, alors je me suis dit, en fait, c'est les questions que je me pose et donc j'ai la chance d'avoir des gens brillants pour y répondre. Et je me dis, comment la France affiche encore une croissance positive malgré le contexte pour le moins pourri. Le chiffre de la semaine, si on a le temps, ça sera le 30, la COP 30. Le sujet du climat est-il toujours un sujet pour l'économie? On voit que pour les marchés et pour les gérants, c'est un peu moins le sujet, mais est-ce que c'est encore un sujet? En deuxième partie de l'émission, vous avez vu que cette semaine, il y a eu une petite secousse sur les marchés. Alors, petite secousse par rapport à la progression qu'on a eue. Est-ce que c'est un signal ou est-ce que c'est simplement une respiration? La question d'argent, justement, dans ce climat d'incertitude, c'est quoi? Je vais demander à nos gérants le placement de la semaine pour eux. On va passer au top 3, des gérants. Vous verrez que ça a pas mal bougé. Le top ou le flop de la semaine, les actions à acheter ou vendre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour une émission exceptionnelle? Eh bien, évidemment, il faut des invités exceptionnels parce que l'animateur, on n'en a rien à foutre. J'ai le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Elle connaît les entreprises, les entrepreneurs et elle a un talent particulier pour dénicher les pépites de la cote. Stéphanie Moget, vous êtes gérante de portefeuille à la financière d'Uzès. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour Marc. Juste un mot, parce que c'est toujours important de répéter et de raconter ce que vous faites. La financière d'Uzès, c'est quoi? On est une entreprise d'investissement qui est implantée en région, à Paris, à Lyon, à Cannes, à Saint-Étienne, à Lille, à Annecy. Et on accompagne nos clients, des familles, des entrepreneurs, pour placer leur patrimoine. Vous faites ce qu'on appelle de la gestion privée? On fait de la gestion privée, exactement. Et vous faites aussi de la gestion collective? Et on fait aussi de la gestion collective. Nous avons la chance de l'avoir coincé entre 2 avions. À chaque fois qu'il vient, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau. L'économiste Jean-François Robin, vous êtes responsable mondial, c'est pour ça que vous voyagez beaucoup, de la recherche de Natixis CIB. Bonjour Jean-François, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est vrai qu'à chaque fois que vous venez, je retiens un truc important et ça me plaît. Alors lui, je me suis rappelé en préparant l'émission qu'on se croisait, Sébastien, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années sur d'autres plateaux. Et déjà à l'époque, tu restais jeune, mais tu étais plus jeune et tu étais déjà pertinent et percutant. Tu es directeur général de Cogefi Gestion. Cogefi Gestion, très rapidement. Cogefi Gestion, comme la financière d'Uzès, entreprise d'investissement, société de gestion, parce qu'il y a 2 entités, société de gestion pour Cogefi Gestion, et la gestion privée sous mandat de fonds à Paris et à Marseille. Donc, gestion privée et pareil, gestion collective. On explique pour les gens qui nous écoutent. Gestion privée, c'est vous gérez des mandats pour des clients. On le gère. Et gestion collective, c'est les fonds. C'est les fonds, absolument. Dans ce monde d'incertitude et d'agitation, il nous faut une forte dose de sagesse qui l'incarne parfaitement. Hervé Gouletker, vous êtes Economic Advisor chez Accuracy. Vous avez vu que je vire le senior maintenant. Ouais, ils ont pas gueulé Accuracy ou pas? Ils se sont dit, c'est un senior qui dit ça, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors avant de commencer, comme j'ai la chance de vous avoir tous les deux, et puis vous tous, vous avez vu cette semaine la déclaration de notre prix Nobel d'économie, Jean-François, Philippe Aghion, il dit « je suis atterré », le mot est fort quand même, par le niveau économique. Alors il n'a pas dit tous les députés, mais il dit certains députés. Ça vous inspire quoi? Parce que moi aussi je suis atterré quand j'entends évidemment les débats par... on va en parler, à la fois le niveau, mais à la fois l'orientation politique. Et peut-être pour vous poser la deuxième question, je suis effaré de voir à quel point, en fait, quel que soit le camp des députés, en fait, l'idéologie socialiste est complètement présente dans l'économie. Donc, est-ce que c'est lié à notre enseignement de l'économie ?
Je sais pas. Vous enseignez, hein? Oui, je suis prof à la Sorbonne, en master. Et non, ce qui est frappant, pour reprendre les propos de Philippe Aghion, c'est que, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de Philippe Aghion, mais finalement, on le voit très très peu. On a des prix Nobel, je trouve, d'économie quand même. C'est-à-dire Duflo, Philippe Aghion, Jean Tirole. Combien de fois on parle de Jean Tirole? On a besoin d'eux en plus. Oui, on parle beaucoup de Zucman, mais on pourrait parler un peu plus avec ces voix qui portent dans le monde entier. Philippe Aghion, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a été instrumental dans plein de choses, notamment sur comment faire de la croissance. Est-ce que c'est pas le vrai sujet, plutôt de savoir si on doit passer de 64 à 62 ou à 70 ans? C'est quand même quelqu'un, une voix qui devrait porter beaucoup plus. Et donc, moi, je suis assez d'accord sur le constat, c'est quand on voit le niveau des débats au sein de l'Assemblée nationale, d'abord, les priorités me semblent très, très décalées. Vous le disiez, moi, je reviens de Chine, du Japon. C'est des pays qui bougent, même le Japon, ça bouge, sans parler des États-Unis. Donc, on est sur des ordres de priorités qui semblent tellement décalés par rapport à ce que fait le reste du monde, qui semblent tellement décalés par rapport à ce que devrait faire la France. Et donc, pour répondre à votre question, oui, je trouve qu'il y a quand même une certaine faiblesse de la culture économique. Je ne pense pas forcément que ça vienne de la formation. En tout cas, moi, je parle pour ce que moi, je vois en master à la Sorbonne. Je trouve que les étudiants sont d'un très bon niveau. Enfin, moi, j'ai toujours un peu cette expression d'Umberto Eco, c'est sur l'épaule des géants. On a toujours l'impression que les générations actuelles, elles sont mauvaises. Moi, je trouve qu'elles ont un niveau de connaissance quand même assez bon, assez fort. Bon, il y a un problème d'écriture, il y a peut-être un problème de maths en général en France, mais globalement, je ne pense pas que ce soit un problème d'éducation des étudiants master. La réalité, c'est plutôt une question d'éducation, de culture économique de nos représentants politiques. Je crois que c'est plus là le problème. Et Hervé, justement, vous aussi, vous avez enseigné, évidemment, vous avez étudié. Pourquoi on est aussi imprégné de cette idéologie étatiste? C'est-à-dire que quand on voit, à chaque fois qu'on entend, c'est l'État doit faire ça, l'aide de l'État, il faut que l'État intervienne. Pourquoi cette omniprésence? Je crois qu'il y a une racine longue de l'histoire en France. La France a été façonnée par l'État. Premier élément, et ça depuis le Moyen-Âge. Deuxième élément, le regard que l'on a porté sur la société en France, ça n'a pas été un regard pensé en logique de marché. Le regard français, je laisse de côté l'aspect technique, c'est du juridique. Nous, on aime bien pondre des textes de droit. Donc, en fait, la connexion entre le juridique et l'État est quand même très forte. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, dans notre pays, la référence, c'est l'État. Le centralisme, évidemment, joue sa place là-dedans. Et si on parle de l'éducation, il faut bien voir que jusqu'aux années 70, dans les facultés d'économie, on faisait avant tout, ce qui était dominant, c'était du structuralisme et du marxisme. Alors, on s'en est progressivement éloigné, mais il reste une trace assez profonde. Et deuxièmement, et là, c'est un peu la faute de l'économie telle qu'on la pratique dans les milieux académiques aujourd'hui, c'est bourré de mathématiques. Quelqu'un qui n'a pas une formation quantitative un peu forte est juste à même de lire l'introduction et la conclusion, qui souvent sont en plus assez abstraites, assez abscons. Et donc, en fait, l'accès à l'économie, c'est pas très facile, si ce n'est par la presse. Et les milieux de presse sont encore des milieux assez marqués par des idées à gauche. Et pourquoi le libéralisme a un aussi gros mot en France? Personne n'ose se dire libéral, quoi. Il y a très peu d'hommes politiques qui osent se dire libéraux parce qu'ils ont l'impression qu'à partir du moment où libéral, ça veut dire marche ou crève. Parce que notre culture, notre histoire est centrée sur l'État et sur l'intervention de l'État dans l'économie. Et donc, le marché est toujours considéré comme suspect en France. La réponse, elle vient de l'État. Sébastien, tu as enseigné aussi un peu? Oui, j'ai enseigné. T'as ce sentiment aussi? Oui, j'ai enseigné très longtemps, 17 ans à Toulouse, 14 ans à Dauphine. Et effectivement, on voit des élèves qui sont de très bon niveau, effectivement, mais un groupe d'élèves plutôt matheux, effectivement, et tout le reste qui finalement s'est arrêté au bac à avoir fait, non pas de l'économie, mais souvent de l'option, et c'est de l'histoire économique. Ça s'arrête là, et pas plus. Et dès qu'on sort de la branche économie et qu'on s'oriente vers des branches droit ou des branches Sciences Po, etc.,
etc., il n'y a plus d'économie. C'est le même problème que les Français qui ne parlent pas anglais de cette génération-là. C'est parce qu'il n'y en a pas eu, donc on se retrouve avec un déficit complet d'apprentissage. Stéphanie, tu disais tout à l'heure, dans le couloir avant qu'on discute, que tu étais frappée par certains enseignements qui n'arrivaient pas à l'université, en fait. Non, aujourd'hui, c'est dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer, ne serait-ce même qu'au collège, au lycée. Aujourd'hui, au collège et au lycée, on va être formé éventuellement, si on a un professeur intéressé, à son budget. Le plus, le moins. En revanche, on pourrait très facilement, et même avec des entreprises d'État, se dire qu'on va sensibiliser les élèves avec des portefeuilles virtuels. On peut mettre juste de l'EDF, du Française des Jeux, à la limite de Compagnie des Alpes. Et si déjà ça, c'est-à-dire un portefeuille, c'est déjà le diable. C'est déjà le diable, mais en même temps, c'est tellement concret et tous les élèves, on peut choisir des sociétés qu'ils connaissent et ça permet de rentrer dans le quotidien de ce que c'est qu'une entreprise et d'essayer peut-être de lier ça. À mon avis, on aurait beaucoup à gagner à réussir à faire ça. Jean-François, tu voulais rajouter? Non, je disais juste qu'on est quand même aussi la patrie de Turgot, de Jean-Baptiste Say, de Tocqueville, voilà, des économistes libéraux. Et encore une fois, nos prix Nobel ne vont pas justement dans cette... Je crois que les derniers prix Nobel, c'est ceux qu'on devrait écouter parce qu'ils ont plutôt une voix qui est difficilement marquée politiquement et plutôt, je trouve, très intéressante à plein d'égards. Donc moi, je trouve qu'on met un peu plus d'attention sur des choses, pas forcément... Moi, j'ai toujours cette phrase de George Bush, la France n'a pas de mot pour... France has no word for entrepreneur. Ouais. Bon, la France, c'est quand même aussi le pays de la meilleure business school du monde, de l'INSEAD, des grandes écoles. Voilà, on n'est pas que ça, quoi. Malheureusement, c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on écoute, quoi. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine, mot de l'année, mot de la décennie, l'intelligence artificielle. L'économie américaine, on l'a vu, depuis des mois, fait mieux que résister. Mais quand on analyse les chiffres, et c'est ce que j'ai fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même un écran de fumée. Cet écran de fumée, c'est l'IA. L'IA avec son impact direct, c'est-à-dire les investissements dans l'IA, les 1500 milliards d'OpenAI et tous les autres qui ont un impact direct sur la croissance, qui crée, alors vous me donnerez les chiffres, les économistes, mais on a parlé de 0,8% de PIB aux États-Unis. Et puis l'impact indirect, c'est l'effet richesse, c'est-à-dire que la bulle Internet, lapsus révélateur, la bulle IA pousse les valeurs tech à la hausse, donc pousse la bourse à la hausse, et du coup, ça crée un effet richesse et de la consommation. Est-ce que aujourd'hui, on peut expliquer l'impact et le chiffrer de l'intelligence artificielle sur la croissance économique, et est-ce que c'est un écran de fumée? Alors, il y a deux choses. Pour l'instant, on est très très peu à même de dire ce que va faire l'IA sur la productivité. C'est la fameuse étude du MIT de cet été qui étudie 300 entreprises, les Coca-Cola, les McDonald's, etc. Quel est l'impact des cas d'usage et de ce qu'ils ont mis en place dans ces grandes entreprises sur la productivité et leur profitabilité? C'est zéro. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors attends, je t'interromps là-dessus parce que ça, je l'entends beaucoup, j'arrive pas à le croire. C'est-à-dire que quand on est tous en train d'utiliser ce qu'on fait, moi je l'utilise toute la journée, on voit bien qu'on est plus productif. Donc j'arrive pas à comprendre que ça se mesure pas encore. Ça se mesure pas encore parce que probablement, et moi c'était ce que j'allais dire, c'est qu'en fait on est probablement dans la courbe en J de l'innovation, c'est-à-dire qu'on c'est ce que disait Robert Solow en 1987, on voit des ordinateurs partout, on les voit pas dans les statistiques. Ça, il dit ça en 1987, il a le prix Nobel. 5 ans après, en 92, on voit la productivité qui explose et tout le monde utilise Internet. Là, c'est un peu pareil. Vous le disiez, il y a bulle. En fait, ce qui pourrait être très intéressant, c'est que cette bulle éclate, parce qu'en fait, ce qu'on a vu dans la bulle Internet, c'est que finalement, quand la bulle a éclaté, les infrastructures étaient là. Par contre, son prix a très fortement baissé, et donc ça s'est diffusé dans l'économie. Et ça se trouve, bulle ou pas bulle, de toute façon, il y aura probablement un impact. Mais la première chose, c'est dur de dire pour la productivité. Après, ce qu'on peut commencer à mesurer quand même, c'est les deux choses. C'est l'impact sur la croissance réel du PIB américain. Et là, vous citiez 0,8. Nous, on a fait des calculs, c'est un peu en dessous de ça, mais on est aujourd'hui... C'est l'ordre d'idée. On est à 1,6 de croissance cette année sur les 9 premiers mois de l'année aux États-Unis. Bon, d'abord, c'est un énorme ralentissement. On était à 2,8 l'année dernière. Donc, si on fait 1,8, on aura quand même perdu un point. Donc, c'est pas. Mais toujours est-il que si on prend un peu l'investissement immobilier, notamment dans les data centers, etc., on est plutôt 0,3. Donc, si on rajoute le tout, on est peut-être 0,5, peut-être pas 0,6 selon nous. Mais quand même, on a une grande part de ça. Et puis, la troisième dimension, c'est ce que vous disiez, le fameux ruissellement, l'effet richesse sur les États-Unis. Ça a effectivement fait exploser les actions américaines, très concentrées sur l'IA. Et là, c'est pareil, il y a un peu de tout, parce que, évidemment, ça fait monter les stocks, essentiellement les stocks IA. Si vous prenez hors IA, les 493 autres mais stocks... donc les indices
Les indices sont portés par ça, oui. mais globalement, c'est si vous avez du Nvidia, du Amazon, Oui. du Alphabet, ça vous gagnez. Mais là aussi, je fais toujours un petit bémol, c'est qu'on a toujours tendance à penser que le taximan, il vous parle des actions aux États-Unis, et donc il a des actions. Il faut juste quand même rappeler une chose, hein, les 10% les plus riches aux États-Unis ont 87% des actions aux US. Donc l'effet ruissellement, attention quand même. Hein, Pas ruissellement, mais il y a un effet richesse. Il y a l'effet richesse qui est et d'ailleurs, hyper on parle de concentré. fracture boursière. Ce que tu dis est très intéressant. On parle d'un côté de gens qui ont des actions et il y a un effet richesse, et puis il y a ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et eux, il n'y a Mais pas de il ne effet faut quand même richesse. pas oublier que 90% des Américains ne bénéficient pas de cet effet richesse. Et ce qu'on voit très très bien dans les effets sur la consommation, aujourd'hui, les 10% les plus riches aux États-Unis sont responsables de 50% de la consommation. Ça s'est jamais vu une telle concentration. Donc il y a quand même une espèce de grand écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Et là, il y a quand même un effet du Trumpisme qui commence un peu à se voir. C'est intéressant ce que dit Jean-François, parce que c'est assez frappant, Hervé, c'est que quand on voit par exemple Walmart qui dit, le plus grand employeur privé mondial, qui dit nous on va faire 3 années de croissance forte sans augmenter le nombre de salariés. Ça se voit donc sur la productivité. Ça, c'est de la productivité. L'IA crée de la productivité. Alors, il y a la productivité microéconomique, hein, et ça, c'est les exemples que vous nous montrez, Marc. Voir la productivité macroéconomique, c'est compliqué. On peut peut-être faire l'hypothèse, mais ça tient de l'hypothèse, que la productivité s'améliore un tout petit peu et ça pourrait être lié à ça, mais on a du mal à aller plus loin. Non. Du côté de l'offre, je pense que c'est compliqué de dire des choses. L'emploi, et ça va arriver. L'emploi, on peut voir que dans les secteurs de la tech, le hardware ou le software, l'emploi est plutôt en train de baisser un peu. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de productivité dans ces secteurs et est-ce qu'il faut pointer l'IA? Non, c'est du côté de la demande qu'on voit des choses. Alors, on voit des bonnes choses, mais il y a aussi des choses à enlever. Les bonnes choses, c'est que l'investissement en tech, est en train d'accélérer, a une assez significative contribution à la croissance économique à un moment, avant qu'il y ait une révision de la croissance du PIB. Sur le premier semestre, il était possible de dire que toute la croissance par rapport au semestre précédent était liée à la tech. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'on a revu les chiffres, mais on pourrait dire 50% est lié à la tech. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce qu'est tech aux États-Unis n'est pas produit aux États-Unis. Donc en fait, il y a des importations qui, eux, ne contribuent pas à la croissance. Et dans la tech, alors c'est plutôt du côté du hard que du soft, il y a 50% de contenu en importation. Donc déjà, lorsqu'on dit « il y a tout plein de croissance », en gros, il y a quand même un gros bout à enlever. Et puis, là où il y a de l'investissement en tech, on peut peut-être s'interroger, est-ce que l'investissement en machine n'est pas en train de ralentir? Et en fait, il ralentit. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd partiellement de l'autre. Donc, in fine, l'impact sur la croissance est sans doute plus faible que ce qu'on peut avoir à une première lecture. Très fort à court terme, mais peut-être plus faible, sauf qu'il y aura le relais de la productivité. Oui, ça pose en fait la question de la croissance en cas. Donc il y a une petite partie de la population, 10%, qui fait 50% et qui possède 80%. Et cette population, elle est quand même hypersensible à un problème éventuellement de décalage dans le temps ou pas de la réalisation de l'IA et de l'investissement de l'IA. Ce qui veut dire qu'en fait, l'IA aujourd'hui, non seulement c'est un cache-misère, parce que ça a caché finalement une croissance qui était à zéro, qui aurait été à zéro en début d'année, on parlait même de récession éventuellement, et puis ça peut générer, s'il y avait un problème, une chute brutale de consommation, parce que cette population-là, qui est très investie en bourse, elle va se stopper. L'inverse de l'effet richesse, l'effet exactement. Et puis, dernière chose, dans ce cas, vous avez certes 10% qui en profitent, mais je rappelle qu'il y a un Américain sur 8 qui vit de bons pour aller manger. Et qui a du mal d'ailleurs en ce moment à les obtenir. Et puis au milieu de ça, vous avez des gens qui sont en train d'apprendre qu'ils vont perdre leur emploi à cause de l'IA. Donc en fait, le call IA, c'est un call macro qui peut un jour peut-être se retourner. Alors, question, là on va quitter les États-Unis, on va aller sur la France. Et alors ici, je répète souvent que les ménages ne consomment plus, que les entreprises n'investissent plus, que l'économie est à l'arrêt. Et puis, Jean-François, quand je vois les chiffres, on me dit, écoute, t'arrêtes pas de nous dire que la France est à l'arrêt, mais on a une croissance économique ce trimestre qui a été extrêmement positive. Comment on explique ça? Je me trompe ou la France n'est pas à l'arrêt? Elle va très très bien en fait. Disons qu'elle irait très très bien s'il n'y avait pas ce risque politique qui fait qu'il y a de l'attentisme, de l'inquiétude auprès des chefs d'entreprise qui sont un peu posé le question. Et comment on arrive à faire de la croissance? En fait, quand on regarde les chiffres du T3, là pour le coup, vous avez faux. C'est-à-dire qu'il y a tous les moteurs
moteurs qui marchent, y compris la consommation. Pour 2 trimestres positifs, ça fait plus 0,1, c'est pas grand-chose, mais on ne veut pas dire que la consommation baisse. D'ailleurs, il y a eu une saison record touristique avec des Français qui ont bien consommé, l'hôtellerie, restauration, etc. Ça s'est très bien passé. En revanche, ce qui est très impressionnant au T3 en France, et je rappelle quand même que la France fait 0,5, on est la 2e plus forte croissance d'Europe. Donc on tire la moitié. Je me sens ridicule. Pour l'instant, sur ce trimestre-là, c'est pas bon. C'est sûr que là, il y a tous les moteurs. Et pour faire un petit parallèle à ce que disait Hervé tout à l'heure, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une productivité américaine qui baisse et une productivité européenne, notamment française, qui remonte fortement. On a une productivité française qui remonte très fortement. De moins en moins. Parce qu'on a 0,5% de croissance et qu'on a perdu de l'emploi. Comme par hasard, on s'aperçoit qu'en fait, le rapport productivité, c'est le nombre de gens qui bossent par rapport à ce qu'on produit. Et donc en France, juste pour revenir à la croissance, vous avez de la croissance de 0,5, mais surtout tous les moteurs sont là. Donc il y a de l'investissement dans les boîtes françaises, notamment dans les nouvelles technologies, c'est plus 0,9. Vous avez de l'investissement et de la production industrielle qui est vraiment très forte. En ce moment, on livre des Airbus. Jusque-là, Airbus produisait ce qu'ils appellent des planeurs. Il n'y avait pas de moteur dedans, donc ils disaient, pour l'instant, on fait des planeurs, il faut juste mettre des moteurs. Là, ça y est, les moteurs sont arrivés de Safran, et on voit l'effet de la livraison. J'étais chez CMA, CGM, c'est pareil, c'est des boîtes qui fonctionnent très bien. On a de la livraison aussi, ils commandent des nouveaux. Donc tout va bien en France. Donc l'investissement des entreprises va bien. L'investissement dans la tech a très fortement augmenté. Les exportations se portent bien, très forte réduction du déficit commercial, et la croissance est à 0,1. Et là-dedans, vous entendez partout que c'est la catastrophe, etc. C'est ce que je dis. L'emploi commence un petit peu à marquer le pas, mais jusque-là, la France résistait pas si mal. Donc pour l'instant, au T3, ça va pas mal. Et nous, nos indicateurs avancés qu'on a chez Natixis, qui ont bien fonctionné jusque-là, ils nous disent pas du tout une croissance négative au T4. Donc qu'est-ce qu'on a fait, nous? On était à 0,5, on est passé à 0,6, 0,7. Là, on est à 0,9 de croissance française en début. Pour l'année 2025. Prévision. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au-dessus du prévision du gouvernement. Il n'y aurait pas cette espèce de risque de commedia dell'arte. Oui, mais visiblement, ça n'a pas d'impact. Alors, vous êtes en train de nous dire, écoutez, le 3e trimestre. Ah oui, mais on peut penser que si jamais il n'y avait pas ça, il y aurait encore plus d'investissement. S'il n'y avait pas ça, on aurait de l'investissement dans l'immobilier qui accélérerait encore plus. Mais là aussi, quand vous regardez, nous, on finance dans le groupe BPCE un logement sur 3. Quand vous voyez la distribution de crédit immobilier aujourd'hui, c'est à 2 chiffres depuis le début de l'année. Donc on sent bien qu'il y a des moteurs qui seront potentiellement, qui pourraient redémarrer beaucoup plus fort s'il n'y avait pas cette flip des ménages avec un taux d'épargne au plus haut. Mais qui finalement n'a pas tellement d'impact, c'est ça? Heureusement que pour juste 10 secondes, heureusement qu'avec 5,4% de déficit du PIB, on arrive encore à faire 0,5% de croissance. Alors si je puis me permettre, les États-Unis font 7% de déficit et ils n'ont que 1,6. Donc c'est pas ça qui fait la croissance. C'est énorme pour arriver à un petit peu de croissance. Bien sûr. Ah, ça, c'est un point important. Hervé, comment on arrive comment vous expliquez que je sois aussi dans le faux? Non, mais c'est pas nouveau, mais. En fait, vous n'êtes pas dans le faux. Pour une fois, je vais vous défendre. Alors là, c'est Hervé Goulet-Kerr me défende. Alors là, c'est quand même grand. Non, si Emmanuel Le Chypre me faisait un compliment. Donc, on n'y est pas. Ce que Jean-François dit sur le 3e trimestre est exact. Mais en fait, si on prend du recul sur les 9 mois que l'on a connus cette année, en fait, l'acquis de croissance, imaginons qu'on n'ait pas de croissance au 4e trimestre, il ne se passe rien. On a 0,8 points d'acquis. Bon, alors, c'est pas loin du 0,9 dont Jean-François parlait, mais quand on voit ce qu'il y a dedans, en fait, c'est uniquement de l'effet stock. Vous avez une contribution des stocks à 0,8, et puis après, vous avez un balancement entre la demande intérieure et la demande extérieure. En fait, on est à un moment de grande confusion. On le dit, le niveau d'incertitude économique est très élevé. En début d'année, les entreprises ont stocké en se disant peut-être que tout ce qu'on va acheter à l'étranger va être plus cher. Donc en fait, on a stocké, on a importé. Tout ça, ça a créé beaucoup de volatilité dans la dynamique de l'économie. Donc le 3e trimestre est sympa, après un 1er semestre assez affligeant tout de même. Et finalement, comprendre. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est au travers de l'acquis que c'est le plus simple. On n'aurait pas eu l'effet stock, on serait quand même plus mal. Alors, est-ce que le 3e trimestre est annonciateur de lendemain qui chante? Il y a l'incertitude qui reste très forte au niveau intérieur, au niveau international. Quid de la politique américaine? Donc moi, j'aurais envie de dire que tout de même, les chiffres ne sont pas très bons.
les chiffres macroéconomiques, et puis regardons la confiance des entreprises au travers des PMI, c'est pas bon. La confiance des ménages, elle est à un bas niveau. Non, je pense que la situation reste compliquée. Jean-François. Moi, je trouve je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est pas simple, etc., mais elle est quand même beaucoup moins compliquée qu'on ne le dit. Et quand on voit les rebonds des commandes à l'industrie, je rappelle que dans les PMI, donc les enquêtes sur le manufacturier, on est au plus haut depuis 17 mois. L'IFO est au plus haut depuis 2022, ça repart un peu partout en Europe. Mais l'IFO, c'est allemand. Oui, mais ça se retrouve dans les indices de confiance de l'INSEE et des commandes à l'industrie. La courbe, elle est impressionnante en France quand même. Donc je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être des effets stock, mais n'empêche que là, on a 0,8 d'acquis de croissance, donc il faudrait que ce soit vraiment négatif au T4, ce que nous, je vous dis, en indication, on ne voit pas du tout. Et là, ça veut dire aussi que 2026 sera sans doute déjà un peu meilleur que prévu. Et je vous l'annonce, j'espère que personne ne nous écoute, mais d'habitude, ils n'écoutent pas BFM, on l'a bien vu, on en a parlé avant. La commission des finances de l'Assemblée nationale, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, mais probablement que le déficit français va être nettement meilleur que prévu en fin d'année. Et ce que Grâce à la croissance. Mais on aura plus de croissance, et donc les rentrées fiscales, a priori, ne devraient être pas si mauvais. Donc les 5-4, on va les avoir assez faciles. Vos prévisions pour 2026, vous les avez déjà ? Les prévisions sur 2026, on est évidemment dans un cycle politique très incertain, donc on est en dessous de 1, mais on devrait être largement au-dessus de ça. Mais ça reste quand même des chiffres, c'est pas zéro. C'est pas zéro. La croissance européenne, nous on la voit 1,3 l'année prochaine. Il y a un rebond allemand qui est en train d'arriver, ça va arriver, mais ça va porter la France. Un point de croissance en plus en Allemagne, c'est 0,2 de plus en France. Donc encore une fois, si on a un peu moins d'inquiétude sur la confiance des ménages et des entreprises, ça pourrait être meilleur que la catastrophe que j'annonce toute la journée. Allez, on va parler évidemment de la secousse sur les marchés. On va se demander où on va sur la bourse. On va se demander quelles actions il faut acheter ou vendre et quels placements privilégier dans ce contexte. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Après cette première partie, on m'a expliqué que j'avais faux sur toute la ligne, c'est toujours agréable, mais enfin il vaut mieux le savoir. On va passer sur la deuxième partie et on va évidemment attaquer les marchés. Les marchés, je dirais rien, donc je risque pas d'avoir tort. Bon, je vais juste dire qu'il y a eu une belle secousse cette semaine. Alors on dit belle secousse, quand on voit les performances depuis le début de l'année des indices, on reste quand même avec un Nasdaq qui est prêt à 20% de hausse. Bon, quand il baisse de 3%, c'est quand même pas le désastre, hein. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'habitude quand il y a ce type de baisse, ça y est, tout le monde s'affole, parle d'un crack ou quoi que ce soit. Et là, j'ai trouvé que tout le monde était relativement serein. Justement, je vais me tourner vers les gérants. Il commence à y avoir quand même, on le ressent. Moi, je vois bien dans la presse anglo-saxonne, on est en permanence en train de se poser la question. Déjà, le fait de se poser la question, c'est déjà important de savoir s'il y a une bulle sur l'IA, si les valorisations sont pas un peu délirantes, si les chiffres, maintenant, l'unité de base, c'est devenu 1000 milliards de dollars. On parlera tout à l'heure, je demanderai à mes gérants ce qu'ils pensent d'ailleurs du package de rémunération d'Elon Musk. Sébastien Corchia, quand vous voyez les marchés cette semaine, vous dites business as usual et puis on va repartir, ou vous dites tiens, petit signal, il faudrait, c'est la fin de l'année, peut-être qu'il faut fermer les boucs et puis partir en vacances. Alors, il y a de ça, c'est-à-dire que très clairement, on sent qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui se disent il reste 30 à 40 séances, grosso modo, pour la fin de l'année, et je déboucle tous mes trades gagnants. Ça a été le cas sur le dollar qui se retourne, c'est le cas sur l'or qui baisse, c'est le cas sur le bitcoin qui prend un petit peu de lourdeur, et puis ça commence à être sur l'IA, où effectivement, on commence à donner des prétextes qu'on connaissait. Je prends Palantir, par exemple, une société qui valorisait 250 de PE. Aujourd'hui, on se dit ça pose problème. Et il y a 15 jours, ça posait pas problème. Alors que les résultats étaient bons. On commence à dire que Meta, tiens, son patron nous a dit qu'il était prêt à cramer 100 milliards. Ça lui posait pas de problème. Ça en posera sûrement pour les gens qui sont actionnaires sur le bénéfice par action. Et puis, vous regardez Oracle, on se dit, tiens, c'est intéressant quand même, Oracle, le CDS, l'assurance contre le défaut d'Oracle, ça commence à monter. Donc, on commence à trouver des prétextes à cette histoire-là. Et puis il y a eu prendre des bénéfices. La fameuse vedette, le gérant star du Big Short, qui a dit Palantir et Nvidia, je commence à shorter. Alors effectivement, il y a par contre des choses qui sont plus sérieuses dans les arguments, qui sont cette consanguinité qu'on commence à voir sur cet écosystème naturellement. Et puis on se dit tiens, ça s'étend à la dette, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la dette corporate américaine, 14%
de la dette investment grade aux États-Unis, la bonne dette, c'est de l'IA. C'est plus que la dette de la banque. Donc ça commence à faire peur un petit peu à tout le monde. Et puis, dernière chose, il y a un truc qui embête un peu. C'est pas grand public, mais il y a des tensions sur le marché interbancaire américain qu'on appelle le repo. Il y a des gens visiblement qui ont besoin d'argent en urgence, qui vont taper au guichet d'urgence de la Fed. Ça pose question en se disant c'est qui, pourquoi, à un moment où les taux de défaut sur l'automobile sont au plus haut, à un moment où les taux de défaut sur de l'immobilier commercial sont au plus haut. Donc les gens, il y a un petit peu d'inquiétude. Vous dites aux gens qui nous écoutent, prenez vos bénéfices. En tout cas, il y en a qui le font. Warren Buffett, il continue, encore une fois, et il n'achète même plus ses propres actions. Et comme je vous l'ai dit en préambule, les grands investisseurs se disent prudence, il reste 30 jours. Alors sûrement une petite note positive, ça sera la fin du shutdown, qui va peut-être redonner une petite bouffée, mais prudence. Stéphanie, on part en vacances ? Non, alors on part pas en vacances. On a eu quand même une saison de publication pour le 3e trimestre aux États-Unis qui a été le meilleur ever, pratiquement, avec 85% de dépassement des attentes sur les résultats des bénéfices. On a certes ces 5 entreprises qui investissent le plus dans l'IA, qui représentent 1600 milliards de chiffre d'affaires et qui ont plus de 100 milliards de cash à investir. Donc évidemment, on a des munitions et on sent qu'elles n'ont pas envie de se priver d'une éventuelle croissance et donc il faut être là, il faut investir. Quand Meta dit qu'effectivement ils investissent plus qu'avant, Meta c'est 3 milliards d'utilisateurs sur Facebook, c'est 1,4 milliard sur Instagram. Vous pouvez imaginer la puissance de frappe de la conversion potentielle d'une IA qui marche sur ces utilisateurs qui sont là. Ils sont captifs, ils n'attendent que ça. Donc oui, il y a peut-être un peu d'exagération. On peut prendre quelques bénéfices, mais un Nvidia, aujourd'hui, c'est finalement un PE de 25, 7,5 $ de bénéfices par action. C'est pas délirant non plus, Palantir, compte tenu de leur croissance. Compte tenu de leur croissance. Alors, est-ce qu'il faut peut-être compléter, ne pas avoir que du Nvidia, Broadcom, il y a un écosystème autour de l'IA qui, effectivement, peut-être a un peu chauffé, mais il y a énormément de choses autour de l'énergie dont on va avoir besoin pour tout ça. L'industrie en Europe, on l'a vu, effectivement, on a un très bon soutien. Nous, sur l'Europe, on considère qu'il y a encore, effectivement, de belles valeurs. Il y a d'ailleurs, sur les résultats, un certain nombre de sociétés qui ont plutôt un peu baissé, de très belles choses comme Schneider Electric, qui ont un peu temporisé alors que les résultats étaient très bons. Donc il y a beaucoup de thématiques qui aujourd'hui nous paraissent encore très investissables. Et donc, évidemment qu'avoir un volant de cash, c'est un peu de profit sur la partie tech, mais sur le reste, il y a encore pas mal d'opportunités. Oui, il y a beaucoup de très belles sociétés qui sont valorisées de manière encore très raisonnable. Généralement, je n'interroge pas les économistes sur la partie marché, mais quand la capitalisation d'une boîte comme Nvidia dépasse les 5 000 milliards, quand il y a 2 sociétés américaines qui dépassent ou qui sont autour des 4 000 milliards, on n'est plus dans la micro, on est dans la macro. Parce qu'on est au niveau, alors il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais on est au niveau des PIB de plein de pays, au-dessus. Je sais pas, d'un point de vue macro, qu'est-ce que ça inspire ? Je ne suis pas en train de vous demander si c'est cher ou pas cher, ce n'est pas le sujet, mais quand vous voyez le PIB de la France et vous voyez la CAPI de Nvidia, qu'est-ce que vous vous dites, vous, économistes ? Effectivement, ça pose des questions sur le niveau de valorisation quand même, sans vouloir en parler, mais c'est surtout là, moi, où je suis un peu commencé je trouve intéressant, dans la séquence la plus intéressante, je trouve qu'elle elle date depuis une quinzaine de jours, finalement, un petit peu plus que ça, mais en fait, c'est qu'on voit ces boîtes-là qui annoncent qu'elles lèvent de la dette, et elles lèvent énormément de dette, quand même, alors que ce qu'on disait, c'était typiquement Nvidia, c'est pour ça que son PE n'est pas si élevé, c'est que c'est des boîtes qui ont des earnings assez impressionnants, etc. Là, ce qui pose quand même question, c'est que c'est des boîtes qui sont en train de faire appel au marché de la dette. Et donc là, on rentre dans une autre dimension. C'est que là, ça peut devenir un peu plus systémique compte tenu des niveaux dont on parle en termes de niveau de stock, de dette que ça peut générer. Alors là, évidemment, on commence à avoir des trucs un peu plus systémiques, puisque c'est du coup des entreprises qui vont dépendre avec il y aura de la corrélation avec le système bancaire, il y aura de la corrélation avec le marché du crédit, et on voit que sur le crédit, il y a quand même pas mal de tensions aujourd'hui aux États-Unis. On attend de voir les autres cafards, mais il y en a un qui est sorti, il y en a d'autres qui vont suivre, et on voit bien qu'il y a des tensions sur le marché. Quand vous dites, on a vu un autre cafard, parce que pour les gens qui ne suivent pas l'actualité... Oui, c'était Jamie Dimon qui disait, en général, parce que quand il y a eu des défauts d'entreprise,
On a eu des entreprises qui ont eu avec des histoires de fraude, hein, donc c'est pas forcément le signe d'une détérioration de la qualité de crédit aux États-Unis, mais tout de même, ce que dit Jamie Dimon, il disait en général, quand on voit un cafard, il y en a d'autres qui suivent. Et donc cette phrase, elle a été un petit peu relayée parce que probablement que dans un haut de cycle comme ça, est-ce que les taux d'intérêt vont autant baisser que ça aux États-Unis, etc., il va y avoir des questions quand même de remise à niveau. Et je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on voit le taux de défaut sur les prêts étudiants, sur le subprime, sur l'auto, qui sont sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis 2009. Hein. Hervé, Nvidia, 5 000 milliards, c'est de la macro. C'est-à-dire que l'impact qu'aurait même la baisse de cette valorisation sur l'économie américaine dans son ensemble, est-ce que ça devient systémique à partir de 5 000 milliards ? En fait, en soi, le 5 000 milliards, c'est jamais qu'une évocation de ce qu'on accepte de payer pour cette entreprise. Donc, en soi, c'est pas macroéconomique. Okay. C'est si jamais on a une correction baissière, et dans ce cas-là, on n'aura pas que Nvidia qui baissera, on en aura toute une flopée qui baissera, et donc dans ce cas-là, vous aurez un effet richesse qui fonctionne dans l'autre sens, et ça devient macro. Les trois choses à regarder, à mon avis, en prenant de la hauteur par rapport à ce qui se passe, c'est la liquidité, et Sébastien en a parlé. C'est vrai que sur la liquidité, sur le marché interbancaire aux États-Unis, depuis plusieurs semaines, il y a un peu de tension. Et si la Banque centrale a décidé qu'elle arrêtait de réduire la taille de son bilan, il y a peut-être une réponse à cela. Donc, il y a une inquiétude. Il y a de la dette. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on nous disait « dormez, braves gens, parce que ceux qui investissent, ils sont cash rich, ils ne vont pas lever de la dette ». On s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc on a quand même deux petits clignotants qui s'allument. Et le troisième clignotant, c'est évidemment la psychologie. C'est lié à la valorisation d'un certain nombre de titres. Finalement, avoir ce qu'on appelle un multiple de capitalisation de Shiller, c'est-à-dire que vous enlevez l'effet du cycle sur le niveau sur le multiple de capitalisation, on est à 40 tout de même. Il ne faut pas oublier que lorsque la bulle Internet a éclaté, on était à 44. On n'est pas très élevé. Donc oui, il y a des petits clignotants. Il faut quand même faire un peu attention. Une autre façon de lire le marché, pas aujourd'hui, mais très bientôt, c'est que vous êtes en train de voir des entreprises qui passent d'un modèle de service très peu capitalistique, je pense à des Amazon, etc., à un modèle type télécom dans les années 99-2000, c'est-à-dire qui investissent, qui deviennent des industriels, qui investissent beaucoup d'argent, qui lèvent de la dette, qui quelque part sont en train de se transformer en des sortes d'utilities de l'économie de demain. Et valoriser une utilities, c'est pas du tout les mêmes niveaux de valorisation que valoriser quand on s'appelle Amazon avant, etc. Et donc, à un moment, le marché peut se dire « Ah, mais c'est plus du tout la même boîte, c'est devenu une boîte industrielle. » Très rapidement. Ouais, juste pour rebondir sur ça, en parallèle, il y a le secteur des logiciels qui, lui, a plutôt baissé en termes de valorisation parce qu'il y a cette peur que l'IA va tout disrupter. Je pense que là, on peut trouver des opportunités justement dans ce secteur-là qui, eux, sont pas du tout capitalistiques et ont du récurrent. Vous avez déjà un peu répondu à la question suivante. La question de la suivante, c'est évidemment dans ce contexte-là, Stéphanie, c'est quoi le placement de la semaine ou le placement du mois, ou qu'est-ce que vous conseillez, vous, puisque vous avez des clients en gestion privée, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites en ce moment, voilà ce qu'il faut... je leur dis déjà de choisir leur enveloppe fiscale, parce qu'en ce moment, on a quand même pas mal de suspicions d'aggravation de la fiscalité. Donc, il y a deux enveloppes fiscales qui permettent de capitaliser ces gains, c'est l'assurance vie et le PEA. Donc ça, ces deux enveloppes-là, elles permettent de faire déjà un large choix d'investissement. Dans le contexte, effectivement, on sent qu'il y a un peu plus de stress, donc avoir une poche de liquidité, évidemment, c'est important. On peut se dire aussi qu'effectivement, sur les États-Unis, on a toujours cette croissance qui est là, donc on va peut-être un peu sous-pondérer quand même les États-Unis, mais on reste sur ces résultats extraordinairement bons, donc évidemment qu'on reste aux États-Unis. L'Europe, avec le relais de l'industrie, il ne faut pas s'en priver. Le plan de relance de l'Allemagne est là. On va avoir des thématiques dont on parlera après, notamment la défense, qui vont être des vrais catalyseurs, notamment au niveau de la réindustrialisation. Et donc, il y a des thématiques fortes, se diversifier. Et puis, il ne faut pas oublier l'autre partie du monde, à l'Est, où on a quand même une zone qui s'est un peu réorganisée et qui a vraiment de vrais relais de croissance, qui a bien négocié les droits de douane. Et donc, il faut peut-être aussi s'exposer Japon, Chine et Inde. Jean-François, juste une seconde. Quand est-ce qu'on va voir dans les chiffres de la croissance l'impact de la relance allemande ?
Ouais, début 2026 voit rien pour l'instant. non, on voit rien, mais on a quand même là justement la confiance on parlait d'IFO tout à l'heure, la confiance de l'industrie, les commandes de l'industrie, c'est déjà, ils sont en train de quand même de dépenser. Ouais, ça va se voir assez vite. Mais encore une fois, ça va se voir début d'année sur les chiffres du T4 au mieux. Donc on aura une meilleure croissance en Allemagne. En Allemagne, on peut avoir une croissance, nous c'est ce qu'on dit, on peut avoir une croissance de 1,3. Ça fait 3 ans que l'Allemagne est à 0. Donc l'Allemagne, c'est 5,4% du PIB mondial, c'est le plus gros moteur économique européen qui est à l'arrêt complet. Donc si jamais il démarre même un petit peu, c'est quand même un énorme changement, un game changer par rapport aux 3 dernières années. Hervé n'a pas l'air d'accord. Non, je mettrais juste un bémol. C'est que pour que le plan de relance se mette en marche, il faut que politiquement on se soit mis d'accord avant. Et sur ce plan-là de la politique allemande... Mais Jean-François nous dit on a déjà des commandes. Le budget qui est passé, Hervé, déjà, ils ont voté un budget avec un budget de l'armée pour passer 608 milliards. Il y a un début, mais en fait, ne soyons pas comme Perrette et son pot au lait. On commence, on verra bien jusqu'où on va. Quelle belle image. Sébastien, écoutez, toi, chez Cogefi, aujourd'hui... personne n'a envie, Cogefi ou ailleurs, personne n'a envie de rater la fin de la soirée, quelque part, parce qu'on voit cette musique techno qui continue. Mais par contre, on sent que tout le monde a envie de sortir, d'être proche de la porte de sortie, qui est un problème. Et donc, une façon peut-être de rester sur les marchés américains et sur l'intelligence artificielle, d'abord, c'est de nouveau, parce que c'est un mouvement qui avait été fait, mais c'est de nouveau d'arbitrer peut-être son S&P contre du S&P équipondéré, parce que ça écrète tous ces exubérances en fait de concentration. Et on regarde le S&P équipondéré, il vaut 17 fois les bénéfices, l'autre il vaut 24 fois. Donc déjà on achète du S&P à moins 25%, c'est-à-dire un peu mieux. On peut se remettre sur la tech chinoise, beaucoup d'institutionnels le font parce que très clairement, et Xi Jinping l'a dit, c'est une priorité nationale et il faut que les cours remontent et ça remonte et tout ça va dans un ensemble qui s'appelle anti-involution. C'est une vraie volonté chinoise de faire remonter de la valeur. Et puis l'Europe est toujours investissable, mais avec sa tech à elle, c'est plutôt l'énergie, les infrastructures énergétiques, les utilities. Puis si on veut s'amuser, on peut jouer, on peut tenter, on n'a pas parlé climat, mais on peut tenter de se dire que l'automobile va enfin va avoir son décalage au-delà de 2030 et que les marchés qui sont sous-investis en auto vont acheter de l'auto. Allez, on passe tout de suite au top 3. Au top flop de la semaine, Hervé. Je vais prendre un top. Allez. On reparle de réforme de l'État en France. On en a souvent parlé, on n'a jamais rien fait. Peut-être que cette fois-ci, dans la configuration politique compliquée qu'on a, ça va marcher. La décolonisation de la province, comme disait Michel Rocard en 66, c'est une vraie nécessité, c'est un Breton qui vous le dit. Et en fait, si enfin on pouvait commencer, ça libérerait un peu les énergies chez nous. Donc la Bretagne sera bientôt indépendante. Je n'ai pas dit ça du tout. Sébastien, top ou flop ? Un flop, c'est aux États-Unis actuellement. Ça vient de commencer du 1er novembre au 15 janvier. Les Américains qui bénéficient d'Obamacare, donc de l'assurance minimum santé, peuvent aller sur un site et changer pendant cette période-là de prestataire de services d'assurance santé. L'année dernière, quand cette période s'est ouverte, ça concerne 24 millions d'Américains. Il y avait une hausse de 6% à peu près des coûts. Là, ils sont en train de découvrir que leur assurance santé, qui leur coûte entre $50 et $1000 par mois en fonction de votre configuration, etc., elle est en moyenne de plus 26%. Et qu'il y a même des articles de presse qui montrent qu'il y a des gens qui la voient carrément doubler. On parle de 150, 500, $1000 de plus par mois, une ponction sur le pouvoir d'achat extrême, qui est due à quoi ? Naturellement, la santé dont les coûts augmentent, mais surtout, en fait, la fin de crédits fédéraux liés au Covid, et que les républicains ne veulent plus du tout remettre, les démocrates veulent remettre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat, c'est le shutdown, et pour les Américains, c'est pas bon, et donc pour M. Trump, c'est très mauvais dans les sondages. Jean-François. Alors je continue, pour moi c'est la semaine horribilis pour Donald Trump, c'est ça mon flop, c'est quand même Trump, c'est une semaine horrible, puisqu'on a effectivement le shutdown le plus long de l'histoire, qui ne se termine pas, donc il va y avoir des impacts économiques qui vont commencer à rentrer à partir du 1er novembre. Deuxièmement, on a quand même une séquence politique quand même très compliquée avec les deux gouverneurs qui sont largement élus avec une participation de plus de 80%. On a la Californie qui a réussi à contrer un peu l'effet du Texas pour revoir un petit peu pour contrer l'effet, la volonté de Trump de changer un petit
petit peu les circonscriptions électorales. On a eu pareil des élections qui ont été largement remportées par les démocrates. Et puis, deux dernières choses quand même. On voit des chiffres de l'emploi qu'on n'a jamais vus depuis 2003 aux États-Unis. C'est les plus fortes destructions d'emplois pour un mois d'octobre depuis 2003. C'est en hausse de 180% par rapport à l'année dernière. Donc on a un marché du travail qui confirme quand même, sans doute, et qui valide pourquoi la Fed baisse ses taux alors qu'on a 3% d'inflation. Le marché du travail va pas bien du tout. Puis je termine par cette dernière chose quand même. Quand vous avez le succès des États-Unis en ce moment, qui est autour de l'IA, 400 milliards d'investis sur l'IA, on le disait tout à l'heure, un gros pan de la croissance américaine. Vous avez le CEO de Nvidia qui vous dit c'est la Chine qui va gagner. Ça, c'est dingue. Et pourquoi la Chine va gagner alors que lui aux US est le moteur de la croissance américaine aujourd'hui. Le mec de Nvidia il dit la Chine va gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils auront de l'électricité plus compétitive et ils auront moins de que notre. réglementation. Et pourquoi ils auront moins d'électricité plus compétitive ? Parce qu'ils font du renouvelable. Absolument. C'est quand même énorme pour Donald Trump. Énorme. Ça. Très rapidement, c'est fait. Oui, alors moi, c'est la note de l'Institut Montaigne sur la manière dont le Kremlin va envahir l'Europe, enfin, en tout cas, va attaquer l'Europe d'ici 3 ou 4 ans. Ça, c'est un gros flop. Et il y a le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui a rebondi sur ce point-là en disant qu'il était extrêmement urgent d'investir. Aujourd'hui, il manquerait 2000 milliards d'investissements dans défense en Europe. Et donc, c'est vrai que ça peut être une thématique. Je pense qu'effectivement, ça signe le réveil. On a beaucoup de sociétés en France. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. On a que des petits et des grands. Il y a l'initiative qu'il faut saluer de la BPI. Exactement. Avec le fonds défense. Exactement. Et je parlais de ce fonds de la BPI. Allez, on va sur une musique qui fait peur, parce que j'ai envie de faire peur à Sébastien Corchia aujourd'hui. Sébastien, la France te regarde, et on va passer en revue ton portefeuille. Tu vas nous dire si on garde, on achète ou on vend, et puis tu vas nous dire ce qu'il faut acheter. Donc, on a du Bureau Veritas. On va le garder. On a du Fortum. On va le garder dans une Utilities en Finlande. On a du Dermapharm Holding. Une valeur allemande qu'on va garder. On a du Valourec. On va garder. Et on a du Rémy Cointreau. Et on va regarder. Et qu'est-ce qu'on achète ? Et on achète le thème qu'on vient de citer, d'ailleurs, de l'énergie renouvelable, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'IA sans énergie renouvelable. Et comme en Europe, on a des problèmes pour avoir du gaz et qu'on n'a pas de pétrole, on va prendre le vent et le solaire. Alors, les utilities ont beaucoup monté en Europe. Le Dow Jones Eurostoxx Utilities a gagné 30% depuis le début de l'année. C'est bien, c'est des valeurs comme RWE, Endesa, Engie et autres. Et il est temps de regarder celles qui sont un petit peu en retard. J'en ai trouvé une qui est une entreprise familiale. Vous savez que c'est ce que j'aime bien. Une entreprise familiale italienne qui s'appelle Erg, qui est présente dans toute l'Europe et qui, par sa plus petite taille, 3 milliards de capitalisation, souffre d'une décote d'une 30% par rapport aux grands mastodontes. Le bilan est bien géré. Le rendement est de 4,5%, ce qui est mieux que ces petits copains qui sont dans l'éolien et le solaire. Et donc, c'est une bonne façon pour ceux qui veulent prendre un peu leurs bénéfices sur les mastodontes, mais de rester sur le secteur, de réemployer en complément sur ce petite entreprise familiale bien gérée et en retard. Super. On peut nous remettre la musique, là ? On va faire peur à Stéphanie cette fois-ci. Bon, Stéphanie, je vous fais d'autant plus peur que vous êtes juste au pied du podium. Oui, je sais, c'est énervant. Vous y êtes vraiment à 2 doigts, il faut y aller, là. Oui, je sais. Vous avez du L'Oréal. On garde. Vous avez du Vision Group. On garde. Vous avez du Lumibeurre. Défense, médecine, on garde. Dassault Aviation. 239 Rafales en commande, 21 livrés, on garde. Donc on garde et on renforce même. En France. Séché. Alors c'est très mauvais, mais c'est pas un prix de vente, il faut garder, malheureusement. Pierre et Vacances. On garde. LNA Santé. Bon résultat, bonne publication ce matin. Exosens, ça marche bien, ça. Très bien. CGG. Alors, je vais vendre aux portes de Bagnères. Alors, c'est Viridien maintenant. Il faut passer à l'heure de modernité, là. Ça, il y a je gagne trop. Je vais sécuriser mon gain. Je fais un peu comme les clients. Alibaba. Voilà, Alibaba, on garde. Bilendi. Bilendi, on garde. La Française de l'Énergie. On garde. Vicat. Impact change difficile, mais on va garder. Il y a un gros potentiel d'amélioration des marges. Robertet. On garde, familiale, belle boîte. Et Vertiv, alors j'hésite, on gagne très bien aussi, mais on la garde parce que c'est dans la thématique de l'énergie américaine. Ça fait quand même 32% et vous l'avez recommandé il y a moins de 2 mois. Oui, exactement. Ça avait $130, ça vaut $180 et il y a de belles perspectives sur Vertiv. Allez, qu'est-ce qu'on achète ? On achète alors 2 petites. SideTrade, qui est spécialisé c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la récupération du cash pour les entreprises. C'est une société... Pardon ? Sujet sensible. Très sensible et qui est en plus qui s'est internationalisé à l'échelle de cette petite société.
fort récurrent, une année 2025 un peu de transition. Ils viennent de faire une belle acquisition en Australie, Easy Collect, qui va leur permettre vraiment d'adresser pour le coup les plus petites sociétés. Le cœur du business de SideTrade, c'est vraiment les sociétés qui font plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont des très beaux grands comptes et donc ils ont surtout un nouvel agent IA qui va leur permettre d'optimiser. On y revient. Voilà, on y revient et qui va, à mon avis, vraiment permettre à SideTrade de redémarrer. Donc ça, c'est une grosse conviction. Il y a une beaucoup plus petite Atem, mais qui a fait un énorme travail. Alors Atem, c'est une société qui fait des solutions de compression pour le streaming. Hein. Donc quand vous regardez votre match de foot, généralement, pour avoir qu'il n'y ait pas de latence, Atem a la meilleure solution par rapport à ceux qui écoutent le match sur leur télé, pour pas avoir le cri dans la salle d'à côté. Donc Atem a cette solution-là, notamment, et ils ont de grands comptes. Quand vous avez Canal+, l'offre Canal+ sur votre tablette, c'est eux, c'est leur solution derrière. Ils ont de grands clients comme Comcast, etc. Donc internationaux. Internationaux, ils sont à l'international, et cette société a fait un gros travail sur ses coûts et devrait, à la fin de l'année, avoir vraiment de très belles annonces, notamment dans le streaming live du sport, qui est un très gros marché. Et quelle est sa performance? Enfin, je veux dire, ça bouge, ça... Alors, pour le moment, non, on est bloqué à 5 €, mais je pense vraiment que d'ici la fin de l'année, on a les résultats de l'année le 22 janvier et on devrait avoir de très bonnes nouvelles. Voilà. Ah donc, c'est une très forte conviction. C'est une très forte conviction. Je pense Vous connaissez Sébastien, c'est une société familiale ou pas? Non. C'est Michel Artière qui a 10% du capital aujourd'hui. Sébastien, tu connais ou pas? Oui, j'en ai fait à une époque quand j'étais gérant. C'est lassé, mais voilà, je pense que c'est le moment, il ne faut pas craquer. Parce que ceux qui en ont, il faut les garder. Et ceux qui n'en ont pas, à mon avis, ça peut être une bonne idée. Mais c'est une petite société avec une liquidité moindre. Donc, Hervé, voilà. Vous avez noté? Atem, c'est bon? Et vous en avez parlé, vous avez interviewé Michel Artière. Ouais, dans le PEA. Merci à tous, c'était très intéressant. C'est pas surprenant avec le plateau qu'on avait. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous revoir, nous réécouter, et nous réécouter encore et nous revoir aussi en replay sur toutes les bonnes plateformes. L'idée, c'est vraiment qu'on batte notre record en 2025. C'est votre argent sur BFM Business.